Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'Observatoire géostratégique de Genève pour notre première table ronde diffusée en direct. Et par avance, je vous demande de nous excuser pour les imperfections techniques. C'est une première, il y a toujours quelques aléas et vous le constatez. Le thème retenu nous intéresse tous puisqu'il s'agit de la guerre informationnelle. Il s'agit d'un contexte qui nous interpelle tous aujourd'hui. Cette guerre informationnelle a un impact direct sur notre capacité d'analyse et donc de décision. Ça impacte les gouvernants, mais aussi chaque citoyen dans sa vie quotidienne. Nous avons demandé à 4 experts de nous expliquer comment déjouer les pièges qui peuvent brouiller nos raisonnements. Je remercie donc les 4 panélistes qui ont accepté de répondre à notre invitation. Mireille Zaki, journaliste économique, ancienne rédactrice en chef du journal Bilan. Carole Grimaud de l'Université de Montpellier, spécialiste de la géopolitique russe. Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Et enfin, Tom Benoît, rédacteur en chef du nouveau magazine Géostratégie. Je remercie également l'Université de Genève et le Global Studies Institute qui nous hébergent et les étudiants qui ont préparé cet événement, Lisa, Elisabeth et Mathieu. Je vous propose de démarrer cette table ronde avec Mireille Zaki, même si elle ne s'y attendait pas, mais elle a une longue expérience dans l'économie et la finance, et puis peut-être que plus là qu'ailleurs, l'information côtoie la désinformation, surtout lorsque les enjeux dépassent parfois le milliard de dollars. Et donc, on imagine bien que s'il y a bien un secteur d'activité où on est confronté à ce problème de l'information et donc de notre capacité d'analyse qui est amoindrie, c'est bien celui de l'économie. Alors Mirette, je t'invite à nous éclairer. Tout à fait. Alors déjà, premier postulat, je dirais que euh, l'information, la guerre de l'information, tout ce qui concerne la propagande, tout ce qui concerne la désinformation, ça émane d'abord des gouvernements. Parce qu'on entend souvent que la désinformation, c'est une affaire de kidam sur les réseaux sociaux qui disent que la Terre est plate, etc. Ça existe, bien sûr. Il n'est pas question de le nier ici, mais de comprendre que les gouvernements, de par leur capacité de diffusion, sont évidemment et de très loin les plus gros diffuseurs potentiels de désinformation. Alors, première chose, dans mon expérience de journaliste économique, il y a une guerre entre les places financières, par exemple, entre les juridictions qui abritent des fonds de l'évasion fiscale. C'est une guerre très importante. Quand le secret bancaire suisse a été attaqué par les États-Unis et l'Europe, il faut savoir que les États-Unis ont, par exemple, beaucoup émis des informations négatives sur les pratiques du secret bancaire suisse. Mais pendant ce temps, un très grand paradis fiscal émergeait. Je vous laisse deviner où ça se trouvait, c'est aux États-Unis. Je me souviens avoir, il y a 15 ans, envoyé un collègue aux îles Caïmans pour enquêter sur les pratiques de l'évasion fiscale. Le collègue est revenu très, très souriant en me disant finalement, tout va bien aux Caïmans. Il n'y a pas de blanchiment, il n'y a pas d'évasion. Ils sont devenus blancs comme blancs. Ils sont tout à fait conformes. J'ai dit, mais qui c'est qui t'a informé? Il m'a dit, ben, les autorités locales m'ont très gentiment accompagné. Ils m'ont montré tout ce qui se passait là-bas. Tout est clean, tout est parfait, etc. C'est juste un exemple un peu grossier avec des très grosses ficelles pour dire que là, on voit qu'évidemment, il faut aller s'abreuver aux bonnes sources d'informations et comprendre que ce qui vient de l'information officielle doit être retraité, contextualisé, confronté à d'autres sources, challengé, évidemment, évidemment, évidemment. De même, on va de là, on va jusqu'à un autre domaine qui est celui des reporters de guerre. Et on pense par exemple à des gens qui sont actuellement en Ukraine en train de faire un reportage de guerre. Alors, certains étaient là à une table ronde récemment et je leur ai dit, mais finalement, comment vous savez que vous avez des infos véridiques, puisqu'il y a des indices, des informateurs locaux qui les emmènent sur des endroits pour constater des choses extrêmement importantes que le monde entier va connaître ou ne pas connaître. Et eux, ils font confiance à ces informateurs. Mais qui leur dit que ces informateurs eux-mêmes sont fiables? Alors, l'un des grands reporters me disait, ben, je regarde un peu qui est cet informateur, je regarde sa gestuelle, ses chaussures. Les chaussures, c'est très important. Je mène ma petite enquête sur lui. Disons, on est tous, si vous voulez, dans ces moments, à la merci, finalement, du regard de détective d'un reporter de guerre qui nous écrit dans les journaux de référence ici ses reportages sur la guerre. Mais il ne faut pas croire que c'est infaillible tout ça. Il faut comprendre que quand vous avez des gens qui se fient sur le terrain à des sources d'information, on n'est toujours pas sûr qu'il n'y a pas de propagande. La propagande étant
présente chez absolument toutes les sources officielles. Il n'y a pas un côté du monde, il y a de la propagande, et un autre où il y a de la vérité. Ceux qui pensent ça, ils ont pris parti, ils sont partisans, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes prétendre détenir une objectivité. Je veux dire, là, il faut avoir du recul, euh, tester toutes les informations, les mettre à l'épreuve, etc. Si vous voyez la perception aujourd'hui des gens, vous m'arrêtez, hein, Alain, si je fais trop long, la perception des gens, par exemple, sur la guerre en Syrie, c'est que Obama n'est pas intervenu. Aujourd'hui, une très grande majorité des gens pensent qu'Obama n'était pas présent sur le terrain avec la CIA et autres. Or, le plus important fonds de la CIA qui a été consacré à l'opération d'armement et de financement de djihadistes en Syrie, c'est le fonds d'1 milliard que Obama avait mis en place pendant la guerre en Syrie. Donc, la perception est faussée par des narratifs et les médias ont pour rôle très difficile aujourd'hui, dans une période de tension géopolitique, de retraiter l'information et d'être le moins que jamais soumis aux sources de désinformation gouvernementale. On se souvient aussi à la campagne de Trump, la campagne présidentielle, quand en 2016, les démocrates ont engagé une société d'espionnage privé qui s'appelait Fusion GPS pour établir qu'il y avait une collusion entre la Russie et la campagne de Trump. Cette agence privée d'espionnage, aujourd'hui, elles sont très actives. Il faut savoir qu'elles amènent aussi beaucoup dans la guerre de l'information et elles travaillent pour des gouvernements. Cette agence a donc tout fait pour essayer d'établir des liens entre Trump et la Russie. Ça a été diffusé partout, dans le Washington Post, dans les médias américains. Le Washington Post a même eu le prix Pulitzer pour sa couverture de cette affaire. Et finalement, tout est tombé comme un château de cartes parce que cette agence n'avait pas bien fait son travail, pas bien vérifié et les gens qui étaient sur le terrain en Russie avaient un peu raconté des choses complètement fausses. Maintenant, je parle pour terminer de la guerre cognitive. Un des chapitres de mon livre sur la désinformation économique se consacre à la guerre d'aujourd'hui. La guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre informationnelle, c'est la guerre pour nos cerveaux. Alors, l'OTAN a beaucoup étudié ce sujet et a publié des papiers en partenariat avec des universités américaines. La guerre cognitive, c'est la guerre de demain. C'est la guerre pour remporter l'opinion afin de pouvoir soi-même mettre en œuvre son agenda de guerre. Donc, l'OTAN pense que la Chine et la Russie vont énormément faire appel à de la guerre cognitive, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire essayer d'influencer la pensée des gens, la perception des gens, les opinions des gens, principalement sur les réseaux sociaux. Et donc, l'OTAN met en place les mêmes pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, tous les jours, on est confrontés sur les réseaux sociaux, déjà depuis quelques années, à une intensification d'informations qui ont été, disons, organisées pour nous faire basculer d'un côté ou de l'autre de l'opinion. Et on doit être extrêmement vigilant parce qu'on se bat aujourd'hui pour nos cerveaux, pour nos opinions et pour nos perceptions. Et pour qu'on puisse avoir une information objective, moi, ce que je recommande toujours, et dans ce livre, c'est certainement le cas, c'est de vraiment aller à toutes les sources du Washington Post au China Daily, en passant par toutes les sources que vous pouvez imaginer, parce que la vérité se trouvera quelque part au milieu. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop long. Non, merci, merci Mireille. Puis ça va permettre d'embrayer tout de suite sur Tom Benoît. Alors, merci d'être parmi nous, Tom. Merci à Je crois vous. que vous avez un parcours assez atypique, hein, la philosophie, l'architecture, maintenant les relations internationales avec un nouveau magazine qui s'appelle Géostratégie. Alors, évidemment, ici, au sein de l'Observatoire géostratégique de Genève, on vous suit de près. On a cru comprendre que le lancement de ce nouveau journal correspondait à un besoin et une attente. Pouvez-vous nous dire en 2 mots quel est votre projet rédactionnel et surtout nous expliquer comment aujourd'hui faire le tri dans cette tsunami informationnel et où on doit essayer de s'y retrouver pour construire une analyse solide? Merci. Alors, tout d'abord, la première des choses que je peux noter sur Géostratégie Magazine, c'est qu'on est parfaitement indépendant. Je suis associé à un groupe de presse qui s'appelle le groupe Lafond Presse pour Géostratégie. Nous n'avons pas d'aide à la presse, nous n'avons pas de fonds extérieurs, nous n'avons aucun lien avec des ministères ou des gouvernements politiques, quels qu'ils soient. L'idée de géostratégie est venue principalement à mon retour d'Ukraine. J'ai organisé à ce jour ce qui est la première et la seule interview de Volodymyr Zelensky, en France en tout cas, dans un média français pour TV5 Monde. Et donc de retour d'Ukraine, j'ai été contacté par plusieurs médias pour évoquer la situation à Kiev. C'était le 23 septembre, le jour de l'émission. Donc les Russes n'étaient pas arrivés à Kiev encore. Donc pour vous dire, le 23 septembre 2022, en réalité,
La vie à Kiev ressemblait à la vie à Paris sous Covid lorsqu'il y avait un confinement. Il y avait un confinement à 23 heures. Je me souviens avoir invité la traductrice de Volodymyr Zelensky à dîner avec nous, avec l'équipe de journalistes, le soir de l'interview. Elle m'a dit non, je suis désolé, mais il y a le couvre-feu à 23 heures, je préfère rentrer. Mais nous étions allés déjeuner dans un restaurant géorgien d'ailleurs, très bon, dans le centre de Kiev. Kiev était très propre. C'est une ville qui était très calme. Et j'avais été étonné de voir, juste à côté de l'hôtel dans lequel nous logions, des chars russes qui avaient été amenés de 25 kilomètres plus loin dans le centre de Kiev. Et vous aviez naturellement pléthore de journalistes du monde entier, des États-Unis, du Moyen-Orient, français également, qui venaient photographier et filmer ces chars russes. Sans préciser, et je regardais de très près l'actualité naturellement portant sur le conflit ukrainien à ce moment-là, que ces chars n'étaient pas arrivés à Kiev directement, mais qu'ils avaient été transportés. Donc lorsque on parle de guerre informationnelle, lorsque vous montrez des images de Kiev avec des chars russes entassés, sans préciser, sans stipuler, avec beaucoup de précision que ces chars ont été amenés par les Ukrainiens à Kiev pour le symbole, et pourquoi pas naturellement, déjà, ça c'est un pas vers les dérives informationnelles. Alors, en termes d'information en France, moi j'ai un point de vue français. Au début de l'invasion, au mois de février-mars 2022, il y a eu un engouement pro-ukrainien incontestable. Je pense que vous le savez en Suisse également, il y a eu beaucoup de collectes qui ont été organisées à l'initiative de la population d'ailleurs en France. Et très rapidement, on va dire que l'opinion publique s'est quasiment inversée pour finalement nager au milieu d'un imbroglio aujourd'hui qui oscille entre réflexion de réel politique et prudence entrepreneuriale et médiatique. Parce que les journalistes, pour la plupart, ont bien compris qu'il ne fallait surtout pas soutenir la Russie. Et en réalité, on n'a aucune raison de soutenir la Russie, puisque la Russie est malgré tout l'agresseur. C'est une réalité. Vous pouvez retourner la situation dans tous les sens. La Russie est en train d'agresser l'Ukraine. Alors après, ce qu'il faut noter, c'est le degré de responsabilité que les pays voisins peuvent avoir dans cette agression. Je ne me souviens plus qui disait il faut condamner naturellement celui qui attaque, celui qui fait la guerre, mais davantage celui qui rend la guerre impossible. Donc du point de vue occidental, est-ce que nous n'avons pas agité le chiffon rouge en suggérant depuis bien longtemps une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, mais pas tout de suite, sans en parler avec beaucoup de précision, notamment à propos de Sébastopol, de la base navale de Sébastopol en Crimée, qui est russe et qui se trouve sur le sol ukrainien, mais qui a été annexée en 2014. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et par suite de l'Ukraine, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN encore. On a tendance à s'imaginer que l'Ukraine est déjà membre de l'OTAN, mais l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, donc n'est pas protégée pour le moment par le fameux article 5. Et une intégration par suite de l'Ukraine dans l'UE a été perçue évidemment par les Russes comme une tentative de volonté, en tout cas, a été perçue comme une volonté de déstabilisation de l'économie russe et de la connivence qu'il pouvait y avoir avec les pays voisins. Ce qui se produit également avec la Moldavie, avec d'autres pays. Le seul pays aujourd'hui qui soutient bec et ongle la Russie, naturellement, c'est la Biélorussie. C'est le seul pays aujourd'hui qui est encore ouvertement frontalier avec l'Ukraine et la Russie, soutien de la Russie. Donc, je pense qu'on doit avoir un point de vue à la fois occidental, penser à la priorité nationale, quel que soit, vous êtes un pays neutre en Suisse, je pense que la question va se poser après la guerre en Ukraine par rapport à la neutralité géopolitique de la Suisse également, puisqu'il y a eu un engagement qui n'est pas tout à fait neutre dans cette guerre ukrainienne du côté suisse. Et une fois de plus, je précise, je ne condamne rien et je ne condamne surtout pas le soutien à l'Ukraine parce que je défends la souveraineté de l'Ukraine. Je considère naturellement que Vladimir Poutine est dans une situation très compliquée qu'il a lui-même choisie et qu'il a eu tort d'envahir l'Ukraine. Je pense qu'il était tout aussi déraisonnable de la part de Poutine d'envahir l'Ukraine que de la part des représentants de l'OTAN, très absents, les uns et les autres d'ailleurs, dans le conflit.
de suggérer cette intégration de l'Ukraine dans l'OTAN sans apporter plus de précision. Et donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions qui vont se poser, mais la réalité, c'est que les choses ne se passent plus vraiment en Europe occidentale. Elles peuvent se passer aux États-Unis, elles se passent au Moyen-Orient, elles vont se passer avec la Chine, mais plus vraiment en Europe occidentale. Les plus grands perdants sont les Européens dans cette guerre en Ukraine, naturellement. Nous n'avions, je parle de la France toujours, je connais un petit peu moins, avec précision en tout cas, le ressenti des pays voisins, même si j'ai un aperçu naturellement. Nous n'avions plus de souveraineté énergétique en France. Vous me dites si je vais trop loin. Non, c'est bon. Nous n'avions plus de souveraineté énergétique depuis des années. Il y avait un rêve du général de Gaulle qui était devenu une réalité, et même post-1945, qui était d'avoir une souveraineté nucléaire essentiellement, proposer de l'énergie au même prix pour toute la population. Ceci reposait sur le nucléaire, mais avec naturellement une influence allemande d'éloignement, et pourquoi pas d'ailleurs, parce qu'il y a des dangers naturellement dans le nucléaire, et principalement dans la filière EPR, que nous aurions dû, selon moi, abandonner. Nous nous sommes éloignés du nucléaire. Et là, à ce moment-là, on est devenu dépendant de l'énergie russe et du gaz russe, mais pas seulement du gaz. Pour le peu de nucléaire qui nous restait en fonction, qui nous permet d'ailleurs, je dis le peu, mais lorsque nous avons toutes les centrales en fonction, on redevient exportateur. La France a été un pays exportateur d'énergie au mois de février passé, alors que nous éteignions la Tour Eiffel au mois de novembre 2022, ce qui est assez paradoxal. Donc, entre guillemets, si on remet 5 ou 6 centrales en maintenance aujourd'hui, on est en déficit, on ne sait plus comment faire tourner l'industrie, mais si on a 5 ou 6 centrales de plus, on peut être exportateur. Et donc, on était dépendant de l'énergie russe en termes de gaz, d'approvisionnement gazier, mais également par rapport à l'uranium. Nous avons, au cours de l'année 2022, importé 290 tonnes d'uranium enrichi de Russie pour faire fonctionner les centrales nucléaires françaises. Nous avons continué à renvoyer nos déchets nucléaires en Russie parce que ce sont des sociétés russes qui traitent les déchets nucléaires français, pour une partie. C'est Vladimir Fedorovski qui me soulignait ce point dans une récente interview que nous allons faire paraître prochainement. Donc, ce sont ces points qu'il faut à tout prix marteler, si je puis dire, dans des médias de masse en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les pays de l'Europe occidentale, pour qu'on puisse faire réellement de la réelle politique, c'est-à-dire mettre les choses à plat, définir les intérêts de chaque État, de chaque souveraineté, également de la souveraineté européenne, puisque l'Europe est devenue un pays, un regroupement de pays et d'États qui constituent une seule souveraineté, plutôt que d'en arriver à des situations quasiment inéluctables et pour lesquelles on n'arrive plus à avoir d'issue. Parce que réellement, aujourd'hui, je ne vois pas d'issue au conflit ukrainien. Je ne vois absolument aucune issue pour mettre un terme durant les semaines et les mois à venir au conflit ukrainien si nous ne changeons pas de politique à la fois médiatique et diplomatique. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Alors, ça met aussi en évidence l'importance des opinions publiques et cette guerre informationnelle, très souvent, elle est réalisée pour peser sur ces opinions publiques et qui vont guider un certain nombre de décisions. Alors, j'aimerais bien maintenant qu'on donne la parole à Carole Grimaud. D'abord, merci d'être avec nous depuis Montpellier. Je crois que vous êtes en train d'achever un travail sur l'information dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez souhaité réaliser ce travail de recherche et si vous avez une esquisse de méthode pour déjouer les pièges de la guerre informationnelle, parce que nous sommes évidemment preneurs. Alors, j'espère que techniquement, ça va fonctionner et qu'on va bien vous voir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Ok, très bien. Merci beaucoup, Alain Jourdan, pour cette invitation, l'Observatoire géostratégique de Genève. Donc oui, mon intervention sera double, c'est-à-dire qu'elle se placera sur le plan géopolitique de la Russie que j'enseigne, mais aussi sur celui de la recherche en sciences de l'information et de la communication, avec mes travaux dont vous avez parlé tout à l'heure et que je vais expliquer. Donc je voudrais donc partager avec vous ce soir quelques réflexions faites à partir de mes travaux sur la perception et l'interprétation
des informations depuis le 24 février, donc durant cette année de guerre en Ukraine, que je mène donc à l'université d'Aix-Marseille, et dans un deuxième temps, vous livrer quelques expériences plus pratiques. Donc, si l'on revient au sujet de ce soir, les capacités d'analyse, comme le titre de cette table ronde, le sujet s'inscrit dans le champ de la cognition, c'est-à-dire nos connaissances, c'est ce que nous savons. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la métacognition, c'est-à-dire nos pensées sur nos pensées, ce que nous savons que nous savons. C'est le principe de définition de la métacognition. Il est établi donc aujourd'hui que les risques informationnels peuvent avoir pour conséquence, entre autres, des erreurs de jugement, mais aussi c'est l'influence qui peut être mise en place, et vous l'avez bien précisé dans vos deux interventions précédentes, la manipulation et la subversion. Ces erreurs de jugement proviennent de notre propre système cognitif. C'est bien de cela dont il est question. C'est notre propre système cognitif qui met en place des processus naturels pour réduire une dissonance cognitive. Qu'est-ce qu'une dissonance cognitive? Lorsqu'elle intervient, c'est un phénomène inconnu qu'il va s'agir d'appréhender. C'est le théoricien Léo Festiger qui a décrit cela en 1957 en disant que cette dissonance cognitive représente un inconfort psychologique pour le cerveau. Donc, comment va se résoudre ce conflit? Comment notre cerveau va résoudre un conflit ou une dissonance cognitive? Pourquoi j'insiste sur la dissonance cognitive? Parce que à travers les recherches que je réalise, je comprends qu'une grande partie de mes répondants, si ce n'est la majorité, se trouvent en dissonance. C'est-à-dire que les informations et les médias, depuis une année, n'ont pas réussi à réduire cette dissonance un an après le début de la guerre. Et je voudrais ajouter aussi l'importance de cet état de dissonance, qui est un état particulièrement fragile, une situation fragile dans laquelle le cerveau se trouve plus vulnérable et donc plus influençable. Donc, je reviens sur mon propos. Comment notre cerveau peut-il tenter de résoudre cette dissonance ou ce conflit? Première observation, nous appréhendons l'inconnu avec le connu, c'est-à-dire que nous pouvons déjà là former une première erreur de jugement. Deuxième observation, les biais cognitifs. Ils sont multiples. Il y a environ 300 biais cognitifs qui ont été étudiés. Certains sont davantage connus que d'autres, comme le biais de confirmation, c'est-à-dire c'est celui qui consiste à privilégier une source d'information conforme à nos croyances, à nos représentations et ou à nos opinions. D'autres biais moins connus peuvent influencer le jugement. C'est le biais de représentativité, par exemple, c'est-à-dire une représentation positive que l'on a d'un objet influencera notre jugement de valeur sur ce même objet. Un autre biais un biais cognitif, c'est le biais de rétrospectivité, c'est-à-dire lorsque l'on voit un événement ou des événements rétrospectivement comme plus inévitables que lorsqu'ils étaient seulement des prévisions. Là, c'est un biais que l'on trouve très fréquemment dans les analyses que l'on peut lire sur la guerre en Ukraine. Troisième observation, les médias. L'influence inconsciente, il faut être conscient justement de cette influence inconsciente que les médias produisent et jouent un rôle dans notre cognition. Je peux citer par exemple l'ancrage des représentations sociales des médias. Ce sont les représentations sociales de l'histoire, de la mémoire collective, de l'imaginaire social qui s'inscrivent dans les narratifs des médias. C'est l'impact des images aussi et l'effet de réel de la télévision ou l'éditorialisation. Comme vous le savez, le choix des sujets, l'angle abordé pour traiter le sujet. Tout cela influence notre cognition. Les émotions et les sentiments font aussi partie de cette sphère, de ce processus d'influence. Donc, les émotions et les sentiments, même s'ils sont positifs ou bien négatifs, peuvent aussi influencer notre jugement. Pourquoi? Parce que les émotions rentrent dans le premier socle de la cognition. Ce sont les émotions qui font partie donc de notre premier stade de la cognition. Donc, voilà aussi pourquoi il est important de savoir cela lorsque l'on voit les images à la télévision ou dans les médias. Quatrième observation,
il faut savoir que les outils utilisés dans la recherche de l'information peuvent aussi avoir une influence sur notre cognition. Les smartphones, par exemple, vont renforcer le biais de confirmation. Ce sont les dernières études des chercheurs dans ce domaine-là, dans le domaine de la cognition et des sciences cognitives. Les smartphones peuvent nous donner aussi une estimation fausse de nos connaissances, renforcer la confiance en soi dans un jugement. Et c'est ce que Slaughter, le chercheur donc, qui s'est penché sur les effets donc, des smartphones sur la cognition, c'est ce qu'il appelle la spirale du renforcement. Donc, lire les médias et le support sur lequel on les lit est aussi important dans ces influences et dans ces déclenchements de biais cognitifs qui peuvent se mettre en place. Donc voilà pour cette première partie qui est peut-être plus théorique que pratique. Et sur le plan pratique, je voudrais donc livrer 2-3 informations ou 2-3 observations qui peuvent être utiles à nos étudiants sur cette guerre en Ukraine. Alors, ce qui peut être paradoxal, c'est depuis le 24 février, je lis assez peu d'analyses pour toutes les raisons évoquées tout à l'heure. Vous avez raison, Mireille, de dire qu'il faut lire dans toutes les langues, toute la presse internationale, effectivement, pour réduire cette possibilité de biais de confirmation. Si vous lisez toutes les interprétations possibles de cette guerre, vous réduisez le biais de confirmation et vous ouvrez donc votre champ de connaissances. Les perceptions africaines, asiatiques, moyen-orientales sont différentes de celles occidentales et il est bon de pouvoir se confronter à un avis qui est différent du nôtre. Je reste prudente avec l'OSINT, l'Open Source Intelligence. Alors, mes étudiants, mes répondants l'utilisent et surtout parmi les plus perspicaces, ils me disent s'informer beaucoup sur l'OSINT. Je reste assez prudente, ce sont des informations brutes qu'il faut manier avec précaution, mais ils ajoutent, je dirais, ils peuvent apporter néanmoins une certaine connaissance du terrain, une connaissance brute. Enfin, dans ces dernières observations, prendre le temps de la réflexion, c'est quelque chose qui est très important, faire des pauses dans l'information, ne pas être constamment dans l'information et hyper sollicité, parce que cela réduit donc l'état dans lequel le cerveau peut se trouver dans une situation d'hyperconnectivité qui peut déclencher des processus de biais cognitifs. Prendre le temps de la lecture aussi, et surtout des conditions de la lecture. Mieux vaut lire peu que mal. Pourquoi ? Je m'explique le système, donc comment va se traiter l'information dans notre cerveau. Le système de traitement de l'information peut soit être central, soit périphérique. Et notre cerveau est non seulement vulnérable, on le sait, mais il est aussi paresseux. C'est ce que Gérald Bronner explique dans ses nombreux ouvrages. L'information donc traitée par la voie périphérique va donc prendre un circuit court et demandera donc moins d'énergie à notre cerveau. C'est ce que notre cerveau va faire en premier, ce circuit court, donc la voie périphérique, qui va le placer dans une situation où il sera beaucoup plus vulnérable aux biais cognitifs. Enfin, je terminerai donc ma petite intervention. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. C'est ce que nous savons aujourd'hui du mode de fonctionnement donc, du cerveau avec les différentes recherches qui ont été menées et qui sont menées en sciences neurocognitives. La guerre informationnelle est bien entrée dans une guerre cognitive. Bien, merci Carole. Je note au passage que la méthode que tu suggères pour être mieux informé, c'est celle qu'on préconise à l'Observatoire. Donc, on est en parfaite harmonie, hein, puisque Oui. je vous rappelle au passage que l'Observatoire essaye de promouvoir une approche non ethnocentrée en partageant des regards et des analyses au sein de l'espace francophone qui peuvent provenir d'Afrique, d'Amérique du Nord ou même d'Asie pour essayer d'avoir une véritable vision large des questions qui nous concernent aujourd'hui et qui nous intéressent. C'est l'approche qu'on essaye de développer, c'est la raison pour laquelle on est aussi là aujourd'hui. Alors maintenant, on a avec nous Alexandre Beautravers. Je vous avais dit qu'on avait un panel exceptionnel et là, c'est pareil, je le remercie. C'est le rédacteur en chef de la revue militaire suisse.
accéder à des bonnes informations pour conserver une capacité d'analyse et donc de décision et d'action, je suppose que c'est une priorité pour les militaires qui sont confrontés à cette guerre aujourd'hui qui est hybride et asymétrique et qui finalement envahit tous nos champs d'activité. Alors, je voulais savoir comment justement, quand on était militaire, on approchait cette problématique de la guerre informationnelle et quels outils on employait pour essayer justement d'y voir un peu plus clair. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Je salue au passage un certain nombre de têtes connues dans ces locaux. J'avais prévu de vous parler de toute une série de théories qui existent sur la guerre de l'information. Je pensais parler de François Caron et de l'apparente diversité des médias et en fait de la demi-vie de l'information. Je pensais parler de Vladimir Volkov, en fait, qui recoupe un certain nombre de principes ou de biais cognitifs qui viennent d'être présentés tout à l'heure. Je pensais aussi parler aux difficultés des médias traditionnels. La revue militaire suisse, pour en parler juste 2 secondes et demie, est la deuxième plus ancienne publication à caractère stratégique avec une publication ininterrompue depuis 1856. Donc, je dirais qu'on peut travailler un rayon dans ce domaine-là, simplement avec les archives qui sont disponibles en ligne de la revue militaire suisse pour voir a posteriori si on était véritablement à côté des réalités. Et puis, je pensais aussi parler de postmodernisme parce que je ne crois pas que l'on puisse aborder cette problématique de la guerre de l'information sans parler de cela. Et puis, quelques minutes avant le début de cette conférence, Alain Jourdan me dit « Ah non, vous êtes là pour parler de comment les militaires voient cette guerre informationnelle, donc pas de problème, changement de cap. » Et puis, j'obéis, présent compris. J'ai une carrière dans le renseignement militaire, donc ça ne me pose aucun problème. Et je vous livre en fait 2 grandes étapes pour permettre peut-être de diffuser un certain nombre d'outils ou un certain nombre de cadres de compréhension militaire que l'on peut appliquer à la guerre de l'information. La première chose véritablement qui me dérange et qui nécessite une petite explication, c'est que la guerre de l'information, pour moi, c'est une chose, et la guerre dans la sphère de l'information, c'en est une autre. Et la guerre de l'information, les 3 présentateurs jusqu'à maintenant ont abondamment parlé de cette question-là. Et si vous me permettez, alors je vais prendre l'autre partie, celui de vous parler de la guerre dans la sphère de l'information, qui est quelque chose d'assez différent et qui est beaucoup plus militaire. Et j'espère de cette manière-là honorer le contrat qui m'a été donné. Remontons à Clausewitz. Clausewitz considère qu'il y a 4 grandes dimensions dans un conflit, où il y a 4 éléments qui sont fondamentaux dans un conflit. On les résume aujourd'hui dans la plupart des manuels militaires par FETI ou FT, selon la langue que l'on utilise, c'est-à-dire tout d'abord les forces, deuxièmement l'espace, troisièmement le temps et quatrièmement l'information. En d'autres termes, lorsque vous planifiez une opération militaire, vous avez besoin d'appréhender les choses qui se déplacent dans ces 4 dimensions. En d'autres termes, ça ne sert à rien d'avoir les forces massées au bon endroit, mais peut-être 45 minutes après le début d'un incendie et avec le mauvais matériel ou avec les mauvaises informations sur l'étage où il s'agit de sauver des personnes, par exemple. Donc, une planification militaire, elle se conçoit, on va dire, depuis le 19e siècle, selon ces 4 dimensions, les forces, l'espace, le temps et l'information. Et donc, il s'agit de synchroniser ces actions le long de ces 4 dimensions. Dans les années 1990-1990, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions sur cette terminologie de révolution dans les affaires militaires et je pense que c'est le moment d'en parler. Qu'est-ce que la révolution dans les affaires militaires? Ce ne sont pas des véhicules blindés qui roulent 2 fois plus vite, ce ne sont pas des avions qui sont plus rapides ou plus manœuvrants, mais en fait c'est une diffusion de l'information, c'est une communication pratiquement en temps réel qui permet de raccourcir le cycle, le processus de décision des acteurs militaires.
Vous savez qu'il y a ce cycle OODA, donc d'abord on doit observer un phénomène, ensuite le deuxième O c'est l'orientation, on doit faire sens de ce que l'on est en train de voir. Oui, on voit un point sur un écran, mais enfin, s'agit-il d'un appareil qui est connu, qui est ami? S'agit-il d'un inconnu? S'agit-il de tout à fait autre chose? S'agit-il du toit d'une maison, etc. Donc, s'orienter, c'est de faire sens, c'est de donner un sens à ce que l'on voit. Et accessoirement, le troisième point dans ce cycle OODA, la décision, la prise de décision, et puis finalement seulement l'action. On a démontré dans les années 1990 que si vous avez un cycle de décision, un cycle OODA qui est beaucoup plus rapide que votre adversaire, eh bien vous allez gagner. Et c'est paradoxal, vous allez gagner même si vos décisions sont mauvaises, même si vous attaquez au mauvais endroit, même si vous allez dans la mauvaise direction, c'est finalement relativement peu grave. Ce qui importe, en fait, c'est de raccourcir ce cycle de décision. On parle de sensor to shooter, c'est-à-dire entre le moment où vous avez un capteur qui vous permet d'observer quelque chose et le moment où vous pouvez, grâce à un effecteur, agir sur cet objectif, eh bien, vous avez un avantage. Pour vous donner peut-être des chiffres, des données précises, vous savez que pendant la guerre du Golfe de 1991, les forces américaines ont utilisé moins de 10% de leurs armes qui disposaient d'un dispositif de guidage. Aujourd'hui, dans les mêmes forces américaines, on pourrait dire que le rapport est inversé, c'est plus de 90% de ces armes qui sont guidées. Elles sont guidées avec des capteurs tellement miniaturisés et tellement performants qu'aujourd'hui, un des systèmes de guerre électronique les plus performants à disposition dans l'armée ukrainienne, eh bien, c'est simplement un missile, c'est-à-dire que le missile AGM-88 HARM, dont un certain nombre, quelques dizaines d'exemplaires ont été fournis à l'Ukraine, eh bien, la tête de ce missile est plus performante que tous les capteurs qui sont boulonnés, qui sont fixés sur les avions de combat des forces aériennes ukrainiennes. Et ça vous donne des indications extrêmement intéressantes sur les différents radars, les différents systèmes de communication, quelles sont les fréquences qui sont utilisées. Et tout ceci est miniaturisé vraiment dans la tête d'une ogive, d'un missile. Ce n'est pas quelque chose qu'on a stocké ou que l'on emporte dans une nacelle ou dans un avion de combat. Je continue d'avancer donc pour dire que on est aujourd'hui en train de faire de grands progrès depuis les années 90 dans cette boucle sensor to shooter. Pour vous donner un autre chiffre ou une autre échelle de grandeur, aujourd'hui, les forces aériennes russes ont un temps, ont un cycle, ont une boucle OODA qui est de 24 à 48 heures, c'est-à-dire qu'il faut environ 24 heures entre le moment où un effet est détecté et le moment où il y a effectivement une frappe qui est déclenchée. Ce temps de latence ou ce temps de boucle décisionnelle, il est tout à fait comparable à ce que faisaient les Américains pendant la guerre du Golfe de 1991. Aujourd'hui, beaucoup de forces aériennes occidentales ont réussi à raccourcir ce cycle de manière dramatique. On parle de 1 à 3 heures pour la plupart des forces occidentales. Donc, vous voyez que vous avez peut-être effectivement la masse, vous avez des outils très importants, vous avez un nombre considérable d'avions côté russe, mais si vous avez la possibilité de renseigner les Ukrainiens qui ont moins de systèmes, qui ont peut-être des systèmes ici et là moins performants, et vous leur donnez exactement les coordonnées sur lesquelles ils doivent frapper, eh bien vous leur donnez un avantage qui peut être tout à fait décisif. Je vous ai parlé de cette dichotomie entre guerre de l'information d'un côté, dont on a parlé, et la guerre dans la sphère de l'information. Ça, c'est, je crois, quelque chose d'important. On a dit beaucoup de choses, et surtout son contraire, depuis les frères Toffler sur le fait que les armées ressemblaient aux sociétés qui les produisaient. Donc, il est un peu facile de dire qu'on est dans une guerre de l'information par opposition à une guerre industrielle qui ont été les deux guerres mondiales, par exemple. Donc, rassurez-vous, la guerre n'est pas que informationnelle. Elle se déroule aujourd'hui dans 6 domaines différents et c'est une série de théories qui aujourd'hui sont utilisées aussi bien en Russie que dans la plupart des pays occidentaux. On parle des opérations
multidomaine. Il y a 6 domaines qui sont définis: le domaine terrestre, le domaine aérien, le domaine spatial, le domaine maritime, y compris bien sûr les profondeurs marines, le spectre électromagnétique, donc la guerre électronique, et puis la sphère de l'information. Et ce qui est aujourd'hui le travail de la plupart des états-majors dans des opérations complexes, eh bien, c'est de faire en sorte que l'on synchronise non plus uniquement les 4 dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure et qui nous datent de Clausewitz, mais de synchroniser une action dans ces 6 domaines différents, y compris bien sûr dans ce domaine de l'information. Pourquoi est-ce que ces 6 domaines sont devenus importants? Pourquoi est-ce que les Américains ont beaucoup fait de recherche dans ce domaine? C'est parce qu'ils se rendent compte depuis les années 2000 environ que même des forces armées aussi puissantes et aussi richement dotées que les forces américaines ou celles de l'OTAN ne peuvent pas se payer le luxe, ne peuvent pas disposer des moyens pour garantir la suprématie dans les 6 sphères, dans les 6 domaines simultanément. Et donc, il faut faire des choix, il faut, si j'ose dire, placer ou concentrer des pions dans un domaine ou dans un autre. Et bien sûr, vous avez quelque chose qui est intéressant d'un point de vue stratégique, d'un point de vue politique également, c'est qu'on part du principe, alors ça peut se discuter dans les questions tout à l'heure, mais on part du principe, depuis les théories de Joseph Nye sur le soft power, on part de l'idée que d'agir dans le spectre, dans la sphère de l'information serait moins cher, moins coûteux et moins destructeur que d'agir dans d'autres sphères d'opération. Encore une fois, ça se discute, mais c'est clairement une des forces qui pousse à agir davantage dans cette sphère de l'information. Vous êtes bien sûr au courant de cette terminologie des opérations d'information ou des opérations psychologiques. On a parlé de biais cognitifs tout à l'heure, j'ai parlé de Vladimir Volkov, donc on est exactement dans ce domaine-là. Quand on agit dans la sphère de l'information, eh bien on effectue, on agit, on engage des opérations d'information, et ce sont des unités, ce sont des troupes, d'ailleurs pas uniquement des personnels en uniforme, qui agissent dans ce domaine informationnel de manière à faciliter, à permettre l'action d'autres forces ou l'action dans d'autres sphères que j'ai évoquées tout à l'heure. Et pour conclure, puisque j'arrive au bout du temps qui était prévu, rappelons quand même que l'action des États, puisque Miyazaki l'a bien dit, ce sont des grands acteurs institutionnels et essentiellement des États qui agissent de la sorte, qui ont les moyens, qui ont les ressources, qui ont les compétences, qui ont les capacités dans ce domaine. Rappelons quand même les outils de l'action. On parle de cet acronyme DIME pour Diplomacy, Information, Military, Economy. Donc l'information, c'est un des outils, ce n'est pas le seul. Encore une fois, le soft power, c'est quelque chose qui est intéressant jusqu'à un certain point. On se rend compte, par contre, 1 an après la publication du livre de Joseph Nye sur le soft power, qu'il y a 2 génocides, un en Europe, un en Afrique, et donc on voit aussi les limites de ces opérations d'information et qu'il est parfois nécessaire d'agir avec des forces dans les autres domaines. Alexandre Trailleur, merci. On n'en attendait pas moins une brillante explication. Mais je voudrais tout de suite vous relancer et puis les autres participants répondront à la même question. C'est que gouverner, c'est prévoir. Et dans cette bagarre informationnelle, est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernants, les décideurs sont mieux informés ou moins bien informés? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression quelquefois que les décisions qui sont prises procèdent d'un manque de connaissance de certains dossiers. Alors, est-ce que dans cette guerre informationnelle, les gouvernants, en réalité, s'y retrouvent? C'est une question extrêmement difficile parce que là, je dirais qu'on peut avoir les meilleurs outils du monde, c'est-à-dire que vous pouvez avoir toute la tuyauterie, vous pouvez avoir toute l'ingénierie qui fonctionne à la perfection, mais on a rappelé tout à l'heure les biais cognitifs, les biais institutionnels, c'est-à-dire qu'au moment où on est en train de dire qu'il faut réduire les empreintes carbone et puis sortir du nucléaire,
Eh bien évidemment, si on vient avec des propositions, si on vient avec des variantes, si on vient avec des informations qui ne vont pas dans le sens politique, si j'ose dire, ou des décideurs, eh bien évidemment, le biais institutionnel, le biais d'un certain nombre de dogmes, on pourrait dire politiques, si vous le voulez, vont agir. Et malheureusement, on est dans cette situation-là. Vous savez que les personnes qui travaillent dans le domaine du renseignement connaissent bien la figure de Cassandre. Malheureusement, quand vous venez avec des mauvaises nouvelles, vous venez aussi avec des solutions, mais le fait même que vous veniez sans arrêt avec des risques, avec des mauvaises nouvelles, fait qu'on a tendance à ne pas vouloir vous écouter. Dans le cas du conflit actuel, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans toute une série d'autres cadres, y compris dans cette salle de classe il y a quelques années, mais enfin, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Mirette, on savait, on ne savait pas. Et nos gouvernants, mieux informés, moins bien informés? Alors, nos gouvernements, ils font face à un enjeu énorme, historique aujourd'hui. C'est qu'ils doivent convaincre une population qui subit des problèmes économiques et des crises permanentes, etc., de se mobiliser finalement pour une guerre et d'être convaincus que cette guerre en Europe, la guerre en Ukraine, mérite leur résistance et le fait qu'ils mettent la main à la poche aussi, parce que l'inflation qui est provoquée aujourd'hui et que tout le monde subit. Il faut savoir que 10% d'inflation, ça veut dire que votre salaire il recule de 10% par année. C'est ça, 10% d'inflation. Et donc, il faut que les gens soient d'accord, il faut les maintenir dans un état de mobilisation et d'adhésion permanent pour qu'ils continuent de soutenir cette guerre. Ça, c'est un enjeu énorme des gouvernements puisque eux-mêmes, ils sont engagés à plein avec l'OTAN dans cette guerre. Mais par ailleurs, il se trouve qu'ils se reposent aujourd'hui sur une base très fragile au niveau démocratique d'une population qui, en bonne partie, est en rupture de confiance avec les institutions depuis maintenant une dizaine d'années, justement à cause d'une succession de crises où justement, la population, à chaque fois, elle a dû mettre elle-même la main à la poche pour sauver le système financier occidental en 2008. Ensuite, la crise des réfugiés venant de Syrie, arrivant en Allemagne, en Suisse, etc., qui étaient les conséquences de guerre que ce n'était pas l'Allemagne ou la Suisse qui avait provoqué. Ensuite, le Covid, bien sûr, grosse contribution là aussi de la population, des petits commerçants, des indépendants. Et maintenant, hop, ça enchaîne la guerre en Ukraine. Et là, il faut de nouveau que les gouvernements viennent avec des narratifs très forts, très puissants sur la nécessité, etc., qui finalement, ça ne touche pas directement le citoyen. Il doit y contribuer sans que lui, son bien-être économique ne s'améliore. On voit que les Français, ils ont d'abord à cœur leur retraite, leur sécurité financière, leur pouvoir d'achat, leur salaire qui ne progresse pas depuis des années, tandis qu'ils voient des dividendes qui explosent et des super profits. Donc, les enjeux aujourd'hui intérieurs dans les pays occidentaux sont en rupture avec l'état d'esprit où il faudrait que ces populations soient pour qu'elles soutiennent à plein les agendas stratégiques et militaires des gouvernements de l'Occident. Donc, il y a aujourd'hui une crise. Il y a un problème aussi à garder l'adhésion des gens à cause aussi des réseaux sociaux qui vont libérer pas mal de paroles et que les gouvernements aussi d'Occident cèdent trop facilement à la tentation de censurer, de contrôler pour que les gens restent dans le cadre des narratifs choisis, des états d'esprit qu'ils aimeraient qu'on ait aujourd'hui. S'ils sont trop en rupture, on va aller les chercher, on va censurer, on va canaliser, etc. Et là, on va de nouveau rencontrer une résistance. Donc, il faut dire qu'on est un peu dans une spirale de résistance et qu'on n'arrive pas intérieurement à résoudre ce problème de confiance avec la parole officielle et confiance dans les institutions de la part des populations. Tom, sur cette question justement de la gouvernance, mais avec cette dimension de guerre informationnelle, quel est son rôle justement de cette guerre informationnelle dans la gouvernance aujourd'hui? Alors, tout d'abord, je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est très intéressant ce que dit Mirette. Selon moi, l'attitude d'un chef d'État, l'incarnation en tout cas d'un chef d'État est la même incarnation, mais sur un autre plan qu'une monnaie vis-à-vis d'un État. C'est-à-dire que la monnaie représente la souveraineté de l'État, le produit intérieur brut de l'État, et donc ce qui se passe à l'intérieur de la nation, et le chef d'État doit représenter l'opinion de sa nation dans un État démocratique.
Alors évidemment qu'en France, il y a un gros problème puisqu'il y a une réforme des retraites qui passe par 49.3 et en même temps, on explique à la population qu'on est forcé d'aller soutenir des pays qui ne font pas partie de l'UE et de l'OTAN. Mais j'ai envie de dire que c'est exactement la même chose lorsqu'il s'agit de 30 millions d'euros ou 50 millions pour la Turquie. Que ce soit plusieurs centaines de millions d'euros pour l'Ukraine ou 50 millions d'euros pour la Turquie, la grande question, c'est où se trouve le seuil, où est la limite du soutien ou du non-soutien, à partir de quelle distance on se doit de soutenir une population et à partir de quelle distance on se doit finalement de soutenir sans en informer et sans surfer sur une ligne affective, ce qui a été le cas pour le conflit au Sahel. Il y a énormément de morts, on commence à en parler un petit peu plus aujourd'hui maintenant que le conflit est derrière nous quasiment, mais il n'y a pas eu de ligne affective lorsque le conflit au Sahel battait son plein. Et il y a eu une ligne affective très marquée pour le conflit ukrainien. Donc la grande question, c'est ça également. Nos dirigeants ont le porte-monnaie entre les mains, entre guillemets. D'où vient l'argent? Est-ce qu'il vient toujours de l'impôt en France? Est-ce qu'il vient toujours de la population française? Est-ce que c'est de l'argent français ou est-ce que c'est de l'argent européen? Alors moi, j'avais préconisé une chose. J'ai été suivi beaucoup par la population, très peu par l'élite dirigeante, pour ainsi dire, c'était de suggérer l'idée de créer 3 zones géostratégiques en Europe. Parce que je considère qu'on peut avoir une corrélation par rapport à sa géographie, déjà, lorsqu'on est des pays frontaliers comme la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, qui devrait être avec nous, puisqu'on voit bien que l'Angleterre ne fait pas partie de l'euro aujourd'hui, mais s'engage quasiment au nom de l'euro en termes d'enjeux géostratégiques, en tout cas de soutien à l'Ukraine. Et je pense qu'il doit y avoir une corrélation entre cette disposition géographique, le modèle économique également. On est des puissances devenues pauvres en quelque sorte. L'Allemagne, la France, comme la Russie d'ailleurs, qui était qualifiée de puissance pauvre avec 1600 milliards de PIB. Aujourd'hui, on est déficitaire dans de nombreux registres. On a dépassé les 3000 milliards de dettes alors qu'on ne devait pas en dépasser 95% du PIB selon le traité de Maastricht. On est aujourd'hui à 113% d'endettement. Mais finalement, ça ne paraît pas vraiment dramatique, alors que pourtant, on possède seulement 48% de notre dette. Donc, il va quand même y avoir une problématique quant au remboursement de la dette en France. Et en même temps, je veux dire, on reste de grande puissance. On a matière à redevenir de grande puissance sur le plan de l'industrie, mais également de la défense. Si on additionne les budgets de défense de la France, de l'Italie et de l'Allemagne, on dépasse un petit peu celui de la Russie, qui était une grande puissance militaire, qui l'est toujours et qui l'était avant de s'épuiser un petit peu, puisque la Russie commence à affaiblir aujourd'hui, malgré tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est une nécessité, à partir du moment où on était un territoire de paix, mais sur le territoire eurasien, on ne peut plus vraiment dire que la paix règne. Il est nécessaire de créer, selon moi, 3 zones géostratégiques qui rassembleraient les pays de l'Europe de l'Ouest, donc comme le nôtre, en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie, les pays du Sud qui ont des économies également du Sud-Est qui se ressemblent beaucoup plus. Vous regardez la Croatie qui vient d'intégrer l'UE, qui a 68% d'endettement. Bon, ils commencent à regretter un petit peu d'ailleurs d'avoir intégré l'UE parce que leur dette a grimpé dès l'intégration à l'UE. Et les pays du Nord également qui ont d'autres stratégies de défense et d'autres modèles économiques. Donc je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui, sans même parler de réglementation commerçante, mais de créer 3 zones géostratégiques pour avoir des investissements communs en matière de défense et essayer, tenter d'avoir des stratégies communes également en matière de défense et de soutien. Carole, sur cette question de la gouvernance et de la capacité d'analyse de nos gouvernants, quelques mots et ensuite nous prendrons des questions de la salle ou qui nous arrivent par les réseaux. Carole, c'est à vous. Oui. Alors, je resterai donc dans la sphère de la formation, plus particulièrement pour revenir sur l'interdiction très rapidement après le début du conflit, si ce n'est avant, si je me souviens bien, de RT et de Sputnik en Europe, décision donc européenne de bannir ces deux médias qui continuent d'exister sur d'autres formats, continuent d'exister en Afrique. Cette décision-là s'est prise, je trouve, assez précipitamment parce que ces deux médias étaient déjà de toute façon dans le collimateur des gouvernants
européen. Et donc, cette décision de supprimer, de bannir ces deux médias ont placé, finalement, c'était pour placer les pays occidentaux dans une bulle informationnelle dans laquelle plus grand-chose d'autre, si ce n'est notre recherche à nous, n'atteint les opinions publiques, n'atteint le public. Ces opinions publiques qui sont, il est vrai, essentielles à maintenir dans la direction que prennent les gouvernements, une opinion publique qui est abondamment scrutée. Il y a de nombreux sondages, on essaye de connaître ce que pensent les uns les autres, les pays occidentaux ou les États-Unis. Donc c'est une opinion publique qui est fondamentale, et ils savent très bien, les gouvernements savent très bien, cette opinion publique est nécessaire pour soutenir donc le soutien à l'Ukraine. Donc cela s'accompagne avec cette bulle informationnelle, je dirais, qui agit aujourd'hui et qui est assez néfaste parce qu'elle présente une seule possibilité, qu'un seul versant de l'histoire, je dirais, et ce qui n'est pas dans notre esprit, ni dans l'esprit de l'Observatoire géostratégique, qui est celle de justement s'informer et connaître les opinions de tous les autres pays ou continents. Voilà. Ensuite, moi, je peux beaucoup plus parler de la gouvernance russe que de la gouvernance occidentale. Je suis désolée, c'est ma spécialité. L'information russe, le pouvoir russe est très différent de ce que nous connaissons, bien évidemment, nous le savons. Nous avons abondamment parlé des problèmes d'information qui avaient certainement marqué cet échec de la Blitzkrieg au tout début de l'invasion, problème d'information, de renseignement. Alors ça, c'est quelque chose, l'information en Russie est un danger, de toute façon a toujours été un danger. Il a toujours fallu contrôler l'information, que ce soit en Russie, que ce soit dans l'Empire russe ou bien à l'époque soviétique, en Union soviétique. Le contrôle de l'information, le contrôle de la technologie de l'information. Donc, cette information que l'on veut contrôler, eh bien, parfois, elle n'arrive pas jusque là où elle devrait arriver. Les informations ne passent pas. Il y a certainement eu des biais, comme vous le disiez, des biais cognitifs qui fait que certaines personnes qui suffisamment et bien informées n'aient pas informé les dirigeants, les ministères, de ces informations-là qui allaient à l'encontre finalement de la décision qui avait déjà été prise, puisque je pense que cette décision concernant l'Ukraine était un plan prévu depuis 2014. Donc lorsque la décision a été prise, rien n'a pu apporter finalement un élément qui aurait pu changer cette décision-là. On est vraiment, enfin si mes hypothèses sont vraies, on est vraiment dans des biais de confirmation au sein même du système. Donc voilà, l'information, le rapport à l'information, très différent pour le gouvernement russe, pour le pouvoir russe, les réseaux sociaux, les médias, notamment Telegram. Et lorsque cette information-là peut être utile au gouvernement, on s'en rapproche pour le contrôler. C'est exactement le cas des blogueurs, les blogueurs et les correspondants de guerre russes qui ont été approchés par le pouvoir et qui font maintenant partie de certaines équipes, certains comités. Donc voilà ma petite intervention, je dirais, mais plutôt du côté russe. Merci Carole. On va prendre une première question. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait d'études particulièrement envisageables à ce niveau-là. Vous savez, c'est un peu comme la Cour pénale internationale ou les accords de Bretton Woods. Si vous les signez, on va dire que vous acquiescez. Si vous ne les signez pas, ça coule comme de l'eau sur les plumes d'un canard, entre guillemets. Donc, il serait très difficile de faire des études là-dessus. Je ne sais pas si vous avez entendu la question, Carole et Alexandre. Non, j'ai pas entendu. Personnellement, j'ai pas entendu la question. On l'a répété avec le micro, comme ça vous entendrez. Voilà.
Alors la question est, y a-t-il des études qui montrent une différence de fiabilité entre les médias pour conserver sa capacité d'analyse à un niveau optimal, en dehors de la culture acquise sur le sujet? Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous, Alexandre ou Carole, a une idée de réponse à cette question? Vous avez- C'est Ouais. une question qui est très difficile, hein, Ouais. difficile de répondre à cette question-là. Une fiabilité d'un média, ça dépend de quels critères on se tourne. C'est-à-dire qu'un média a des contraintes économiques, un média a des contraintes en ce qui concerne l'audience. Maintenant, la fiabilité, on a vu, il y a eu un effort de contrôle de l'information, en tout cas de contrôle les fameux vérifications de faits, hein. Il y a eu des formations qui ont été données aux journalistes, je crois savoir. Deux chaînes de télévision françaises dont les journalistes, une cinquantaine, ont pu bénéficier d'une formation à la détection donc, de fausses informations, de fausses images. Donc je crois qu'il y a eu une prise en compte, une réalisation qu'il était nécessaire, important de former les journalistes eux-mêmes contre toutes sortes de fausses informations, de divulgation de fausses informations. Voilà, je crois que c'est ce que l'on peut en tout cas tirer de la guerre en Ukraine dans les médias européens, médias américains aussi. Mirette, je crois que Oui. Alors, je pense que notre internaute qui a écrit ça, il cherche vraiment une étude qui lui dise, voilà, ceux qui disent la vérité, voilà ceux qui sont un peu tendancieux, biaisés, orientés, noyautés, etc. Malheureusement, c'est vrai que, comme disait M. Benoît, cette affaire est tellement idéologique que qui serait le juge impartial pour une telle étude? La seule chose à faire, moi, je l'ai écrit dans le livre des informations économiques, c'est de suivre des ONG. Les ONG publient des rapports très intéressants que je vous recommande, les agences de l'ONU, des ONG indépendantes qui tout d'un coup divulguent des choses, bon, dans le domaine politique et géopolitique un peu moins malheureusement, c'est vraiment dans le domaine économique où tout ce qui n'est pas dit dans des rapports annuels par des gouvernements, par des institutions, tout d'un coup ça sort dans les ONG qui font un travail incroyable parce qu'elles sont plus indépendantes, elles ont des donations un peu diversifiées, etc. Non, pour que vous atteigniez vous-même une certaine fiabilité, lisez tout. Lisez tout, lisez toutes les propagandes et faites une moyenne entre les propagandes. C'est ça ce qu'on peut vous conseiller de mieux. Sur l'information, parce que c'est aussi la démarche de répondre aussi à ce besoin d'une information de qualité. Oui, alors moi, on a tenté de me prendre en défaut à plusieurs reprises, alors avec sympathie parfois en me demandant justement, mais finalement, en somme, vous êtes plutôt pro, plutôt anti par rapport à tel camp. Professionnellement, réellement, Géostratégie Magazine est un média totalement neutre et je m'efforce d'être totalement neutre également. J'ai des opinions et je les affiche bien volontiers parfois. Et très souvent, ça démontre plutôt de la sympathie d'un côté ou du scepticisme de l'autre, mais pas d'appartenance. Et y compris sur des sujets européens. Lorsque je parle de l'Europe, je suis plutôt européen, mais en même temps eurosceptique par rapport à l'Europe maastrichtienne du moment. Donc, je suis ni anti ni pro. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, effectivement, il y a très peu de médias. Or, si je donnais mon avis personnellement, je lis les Échos. Bon, je sais que ça appartient à LVMH, qui est un très grand groupe. Et pour autant, il y a une ligne éditoriale qui me paraît assez neutre dans les Échos. Si je lis Libération, je m'aperçois qu'il y a une ligne éditoriale, il y a une idéologie. Des médias comme Le Monde, il y a une idéologie très marquée également. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on est tous suffisamment motivés, si on va chercher de l'information, pour ne pas entrer dans un processus schizophrénique ou de mensonge qui consisterait à se dire qu'il y a un camp du bien et un camp du mal. Il n'y a pas de camp du bien, il n'y a pas de camp du mal, il n'y a pas de bons ou de mauvais médias. Une bonne information dans Le Monde, il faut la lire. Une bonne information dans Libération, il faut la lire également. Il faut prendre en considération les informations très factuelles principalement et essayer d'omettre les points de vue journalistiques qui, normalement, effectivement, ne devrait pas intégrer un article. Lorsqu'on n'est pas sur un article d'opinion, il ne doit pas y avoir de point de vue de journaliste. Donc, c'est pour ça que
c'est de regarder les chiffres et de se faire une opinion par rapport aux chiffres, principalement. Est-ce que Alexandre Vautravers voulait réagir sur cette question des médias? Oui, bon, j'ai entendu le débat, puis je ne souhaite pas rentrer dedans, parce que pour moi, ce débat, il est vieux de 20 ans. Et puis aujourd'hui, on a tous les outils pour aller bien au-delà, c'est-à-dire dans un ouvrage il y a quelques années, je me suis intéressé aux incidents politiques et militaires. Donc, ce sont des incidents où des avions se sont écrasés, des navires ont été coulés, etc. Et encore aujourd'hui, même s'il y a eu des enquêtes, même si on a fait des films, on a écrit des romans, etc., eh bien, on ne connaît tout simplement pas la vérité historique. Et il faut se poser la question, est-ce qu'un jour, y compris dans 50 ou 100 ans, on sera à même de connaître la vérité historique. Ce que j'ai fait pour tenter d'émettre un certain nombre de faisceaux de présomption, eh bien, c'est d'analyser qui raconte quelle histoire, quel est finalement l'arbre généalogique de ces différentes théories ou de ces différentes argumentations. Alors moi, j'entends ce qui vient d'être dit sur la neutralité, sur l'objectivité. Alors c'est un sujet qui est pratiquement une pantalonnade quand on est en Suisse de parler de neutralité. Je veux dire, comment ne pas... c'est un peu le point G en Allemagne. On ne peut pas faire un débat, un colloque en Suisse sans une fois dire ce mot neutralité. Mais ça veut dire quoi la neutralité face à l'information? Parce que j'ai entendu ce qui vient d'être dit, retourner aux chiffres et aux faits, ok, mais les chiffres et les faits, ça représente moins de 1% des caractères d'imprimerie dans un journal, et c'est probablement la même chose sur un blog, c'est probablement la même chose dans d'autres émissions. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça que je parlais de postmodernisme, la personne qui parle, l'image, la mise en scène, l'éditorial, le placement d'un article tout en haut ou tout en bas d'une page, l'illustration ou non, le titre qui choque, qui peut-être n'a rien à voir avec les faits, les chiffres, etc., sont aujourd'hui beaucoup plus importants, et c'est sur cela que l'on agit. C'est pas tellement sur une falsification des chiffres. Encore une fois, je reviens à Vladimir Volkov. Il a, je crois, 7 théories ou 7 principes de la désinformation. Un de ces principes de la désinformation, c'est de mélanger des informations qui sont correctes avec des informations qui n'en sont pas, ce qui double ou triple ou quadruple la difficulté d'interprétation. Donc, on ne peut pas seulement se focaliser sur les chiffres ou sur les faits. C'est important de le faire, mais au-delà de ça, il y a le choix des mots, le choix des titres, le choix des couleurs, le choix du placement sur une page, le fait qu'on répète 3 fois les mêmes choses, le fait que dans un journal à 6 heures le matin, on vous donne certains titres alors qu'il y a peut-être d'autres articles qui sont intéressants et pas toujours les mêmes sujets qui reviennent et qui sont répétitifs. Donc à mon avis, il faut aller au-delà aujourd'hui. Merci. Je crois qu'on a une question de Frédéric Esposito, directeur du GSI, qui est dans la salle. Merci beaucoup, Alain. Merci tout d'abord aux intervenantes et intervenants pour la qualité de leur message et de leurs analyses. Et je voulais rebondir sur 2 points. Le premier, c'est sur l'espace médiatique qui est très fracturé sur les sources, le type de médias, du blogueur à l'influenceur en passant par les journaux que l'on connaît. Il y a aujourd'hui un espace médiatique très dense, très complexe, qui fait que pour des jeunes générations, au fond, la distinction entre l'ensemble de ces types de médias ne va pas forcément être faite. Ce qui m'amène au deuxième commentaire, qui est par rapport à l'opinion publique, comment elle se forme et comment elle se façonne. Et là, j'aimerais faire état d'une expérience dans le cadre d'un programme qu'on a ici à l'Université de Genève qui s'appelle les Cafés des Sciences, où on va débattre dans les lycées, collèges, écoles professionnelles sur certains types de sujets, comme par exemple sur la question des fake news et à la question de savoir comment ces jeunes s'informent. Je dirais qu'il y a aussi un élément de fracture sociale qui s'ajoute. Malheureusement, plus on est dans un environnement social défavorisé, moins l'accès à l'information est facilité, voire totalement absent, au point qu'on passe, dans le meilleur des cas, des jeunes informés sur la base des médias qu'on connaît, voire au final, au bouche à oreille, où c'est les amis, la communauté des personnels qui va être la source d'information première. Donc, par rapport au débat, aux enjeux qu'on a entendus jusqu'ici, il y a un décalage entre ce qu'on peut dire dans cette salle, de ce qu'on peut entendre de la part de nos expertes et de nos experts, et puis il y a la réalité du terrain,
on voit une jeune génération qui, au fond, fait sa tambouille informationnelle, qui d'ailleurs n'est peut-être pas forcément de l'information, mais qui va effectivement se façonner, va développer ses préférences et va aussi agir, voter, se positionner, manifester sur la base de cela. Et donc, ma question, j'adresse à l'ensemble des panélistes, au fond, c'est, on voit il y a un enjeu éducationnel. Et comment cet enjeu éducationnel peut être promu au sein du dispositif scolaire, et puis de façon, je dirais, peut-être plus récréative, comment peut-il être aussi diffusé au sein de la société pour que la perception des médias et de leur bon usage, d'une certaine façon, puisse devenir un élément, une composante essentielle pour la bonne gouvernance démocratique de nos sociétés. Alors, je peux peut-être répondre par rapport à cela, Alain. Est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. Ah oui, d'accord, ok, non, j'entendais pas très bien. Oui, alors, je me permets de répondre parce que c'est vrai que les jeunes et l'information chez les jeunes est toujours le sujet de ma recherche actuelle, donc je peux répondre à cela. Pour ce qui est de que faire au niveau de la société d'éducation, c'était votre dernière question. En France, il existe depuis 2013 l'éducation aux médias et à l'information, qui est un programme qui intervient au niveau des collèges et des lycées depuis 2013-2015 et qui produit des effets. Je peux le voir dans la réponse des étudiants que j'ai interrogés. Alors, il est vrai que ces étudiants sont donc en cycle supérieur, université, école de commerce, école d'ingénieur, donc ce sont des jeunes qui font des études. Ce ne sont pas, c'est une certaine catégorie de jeunesse, hein, je m'entends, des étudiants. Ces étudiants m'ont tous fait part donc de leur crainte de la désinformation. Ils ont tout à fait intégré ce programme d'éducation qui fait partie de l'éducation nationale de l'information, connaître l'information, les médias pour lutter contre la désinformation. Ils l'ont tout à fait intégré et voici la façon dont ils procèdent. Ils sont conscients du biais de confirmation, ce qui est déjà très bien, conscients du biais de confirmation, mais par contre ont du mal à le mettre en place. L'information, pour eux, c'est essentiellement sur leur smartphone. Ils consomment donc l'information, ils consultent les nouvelles sur leur smartphone, pas du tout à la télévision, sauf par les réseaux sociaux. Alors que lorsque, par exemple, France 24 est sur Telegram, ils regardent donc la télévision par France 24, sur leur téléphone. Donc, ça, c'est par rapport donc le moyen d'accès à l'information. Et puis, comment s'informent-ils? Ils sont assez aventureux, c'est-à-dire qu'ils ont dans cette situation de dissonance cognitive, ils ont besoin d'un repère, ils ont besoin de normes et ils ont besoin d'être rassurés. Cela, ils trouvent cette assurance dans les médias publics. Ce sont les médias publics qui, pour eux, confirment qu'une information est vraie ou qu'elle n'est pas, lorsqu'ils se trouvent confrontés à un doute. Lorsqu'ils ont un doute, ils cherchent une confirmation qu'ils trouvent dans les chaînes publiques, les médias publics. Ça, c'est un premier point. Ils s'informent beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, sur Instagram et sur Telegram surtout, avec tous les comptes de l'OCENT, c'est-à-dire qu'ils font leur propre veille informationnelle. Donc ça, ce sont mes étudiants à l'université, une veille informationnelle qui repose sur l'intelligence, donc open source. Ils suivent les informations directement sur le terrain. Ce sont les soldats qui ont des GoPro sur leur casque. Donc vous voyez cette information-là, parce qu'ils me disent on est impuissant, on écoute les nouvelles, on écoute les informations, mais on veut agir. Et ils ont l'impression, par cette information brute, comme ils me disent, de pouvoir finalement avoir une action et pouvoir entrer en contact avec les gens qui sont sur place. Et certains ont donc des échanges avec des soldats, avec des légionnaires partis là-bas, à qui ils peuvent poser leurs questions et voilà, interagir directement. Donc il y a cette proximité-là qu'ils recherchent aussi avec l'information et avec les acteurs de l'information qui est, à mon avis, intéressante de souligner. Non, je reviens à la question de M. Esposito qui semble inquiet
il veut que l'on récupère finalement le contrôle de la formation de l'opinion chez les jeunes. Alors, et puis, vous avez parlé d'un décalage entre ce que nous, on a dit et le terrain. Pas du tout. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une rupture de confiance. Il y a des pans de la population qui sont devenus insensibles aux messages institutionnels. Et dans ces pans de la population, eh bien, il y a les jeunes aussi pour des raisons d'habitude et de style de vie. Donc, on l'a dit, les jeunes ont décroché des médias mainstream. C'est confirmé par toutes les études qui sont menées, par tous les sondages. En Suisse, la tendance est tout à fait claire. Ils ne sont pas touchés par le message institutionnel et les institutions publiques et les autorités ne savent pas comment finalement les reprendre dans leur sphère d'influence parce que les réseaux sociaux sont tellement puissants qu'effectivement, on va être plus influencé par les commentaires, le fil de commentaires et ce que les amis et les connaissances mettent sur un fil de commentaires que par le message principal. Et puis, on va être complètement décroché du téléjournal du 19h30, des grands médias classiques, et ça ne va pas revenir en arrière. Moi, je ne pense pas. Et je ne pense pas non plus qu'il faille raisonner d'un point de vue où les jeunes doivent être sous notre contrôle et on doit contrôler les messages qui doivent leur parvenir. Ça, moi, ça me fait un peu grimper, monter comme on dit, au rideau. Et parce que finalement, il y a ici une liberté de formation de l'opinion, il y a une liberté de débat, il y a une liberté d'association, il y a une liberté d'expression, il y a une liberté de pensée. Et j'aimerais pas du tout que les institutions veuillent forcer les jeunes à revenir vers des médias qui aujourd'hui n'arrivent plus finalement à les capter. Je suis pour que la tendance se fasse d'avoir des jeunes qui puissent finalement s'informer aux sources les plus diversifiées. Seule chose, évidemment, on ne va pas dire non à la lutte contre la désinformation caractérisée, claire, contre les fake news, contre les deepfakes, contre aussi tous les effets psychologiques des réseaux sociaux et tout ça. Ça reste un but, évidemment. Mais sur le fait qu'ils puissent s'informer le plus librement possible, je ne vois pas d'intérêt à ce qu'on essaie absolument de les capter. Pourquoi est-ce que les audiences sont maintenant disproportionnellement sur les réseaux sociaux, sur des YouTubeurs, des influenceurs et de moins en moins dans les médias classiques? Pourquoi? Est-ce qu'on se pose réellement la question? Parce qu'il y a aussi un aspect de contenu, il y a aussi un aspect d'intérêt public, il y a aussi un aspect d'indépendance de l'information, il y a aussi un aspect où beaucoup de ces commentateurs qui ne sont même pas des journalistes, qui créent des médias, des web TV, etc., ils arrivent finalement à capter cette audience parce qu'ils se saisissent d'un débat, comme le fait Alain Jourdan ce soir, tiens. Bon, lui, c'est un journaliste extrêmement expérimenté, mais il y a beaucoup de gens qui créent leur web TV aujourd'hui et qui font cette complémentation d'informations. Et donc, non, je ne crois pas que les jeunes vont revenir aux médias classiques et qu'on ne va pas pouvoir mettre les médias classiques comme au centre de la vie de ces jeunes. Donc, là, il y a un travail de fond à faire au niveau de la récupération de la confiance dans les institutions. Il n'y a plus de son, nous n'entendons pas. Enfin, en tout Ce cas, je micro n'entends marche pas plus. de mon côté. Allô, vous m'entendez? Ça vient pas du micro. Est-ce que là, vous retrouvez le son? Oui, oui, Ouais, oui. c'est bon, voilà. Vous m'entendez? Malheureusement, non, je ne vous ai pas entendu. Oui. Alors, je disais simplement en une phrase que
le but, c'est de récupérer la confiance dans les institutions, pas juste pour les jeunes, mais pour tout ce pan de la population qui est en rupture de confiance. Une fois que ça, ce sera fait, les nouveaux médias, les jeunes médias, toute cette sphère de l'alter-info va finir par refléter une image plus positive des institutions et relayer davantage les messages des institutions parce qu'elle verra que les institutions sont alignées avec l'intérêt public. Et à ce moment-là, les jeunes capteront de nouveau ces messages et leurs croyances deviendront plus en phase avec des institutions qui sont aussi plus en phase avec leurs intérêts de citoyens. Brièvement, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il y a eu une époque formidable, en quelque sorte, après-guerre, toujours en Occident, en Europe occidentale, lors de laquelle on revenait d'une période de guerre, on avait été effrayé, on avait conclu naturellement qu'il fallait qu'il y ait un souffle démocratique qui plane au-dessus du pays, l'économie fonctionnait, l'économie libérale fonctionnait, on n'était pas dans une économie mondialisée. En quelque sorte, on est passé de 2 milliards d'êtres humains sur Terre en 1960 à plus de 7 milliards aujourd'hui, avec la grande problématique qui est que les échelles de la démocratie se sont métamorphosées. Donc la population aujourd'hui n'a plus vraiment de pouvoir. C'est une réalité malheureuse, mais c'est une réalité. Donc je pense que parmi la jeune génération, beaucoup de gens cherchent effectivement une opinion, l'opinion du moment, plus que de l'information, parce qu'il y a un désintérêt par rapport à l'assimilation de l'information. Beaucoup de jeunes se disent aujourd'hui, bon, quoi qu'il en soit, si on parvient à décrypter réellement une situation, est-ce qu'on pourra agir par rapport à cette situation? Est-ce qu'on aura la main? Est-ce qu'on aura la main sur des élus locaux? Est-ce qu'on aura la main sur des ministres, sur un président de la République? Ou est-ce qu'il faudra avoir une commission à Bruxelles? Ou encore, est-ce qu'il faudra avoir une multinationale? Parce que les hyperpuissances aujourd'hui sont même plus les États-Unis en quelque sorte. L'hyperpuissance américaine est incarnée par les GAFAM, par Amazon, Google, par ces sociétés-là. De l'autre côté, au Moyen-Orient, par d'autres multinationales également, mais plus vraiment par des États. Donc on a changé d'échelle. Donc la démocratie existe encore, mais à une autre échelle, pour les eurodéputés, pour la présidente de la Banque centrale européenne, pour le gouverneur de la Fed, mais plus vraiment pour la population. Et si vous allez dans ces milieux-là, bizarrement, vous avez beaucoup d'informations. Monsieur Esposito? Ah oui. Et sur l'économie, d'ailleurs, ce problème démocratique, ce paradoxe démocratique, c'est une grande opinion publique. C'est un retour plus par cheminement presque naturel que par décision politique, et en même temps, une économie mondialisée qui continue et qui est basée sur les points de croissance, sur une impression de monnaie systématique, sur le remboursement des dettes. Les énergies. Si on sort un peu, parce qu'effectivement, sur l'économie, il y a une opinion qu'on peut percevoir, mais pas parler directement de cette situation, mais par la musicalité des parents. Non, oui. Malheureusement, on ne va pas en prendre beaucoup parce que le temps passe. Oui, oui, alors on va prendre la question. Oui, on va. Ouais, voilà, et puis après, on prendra la question. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus
plus de son? Il n'y a plus de son. Il y a un petit problème de son. Il n'y a plus de son. Il y a plus. Alors, on a un petit problème technique, mais c'est là? Ouais, attends. Voilà. Et vous entendez là? Vous m'entendez? Non, mais ça va être. C'est bon. Ouais. C'est bon? Ça va? Donc, la BNS a fait des investissements sur lesquels la population n'a pas pu voter. Crédit Suisse a été sauvé en bonne partie avec l'argent national. Sur ça, là aussi, la population n'a pas pu voter. C'est-à-dire, non, tout ne passe malheureusement pas par le vote citoyen en Suisse. Par ailleurs, pendant qu'il y avait Occupy Wall Street, il y avait une loi de 2000 pages pour réglementer la finance qui a été, elle s'appelait le Dodd-Frank Act à Washington, qui a été totalement malheureusement dilué, qui n'a pas été appliqué, etc. Qu'est-ce que vous citez d'autre? Le mouvement écologique, pendant que ce mouvement fait merveille chez les jeunes, qui manifestent, qui marchent et tout, le bilan, les émissions carbone des multinationales, au jour d'aujourd'hui, il est plutôt en augmentation en Occident. Donc, on ne voit pas les choses se faire au niveau citoyen, on voit plutôt l'effet des grandes multinationales, leur pression sur les gouvernements, etc., qui va chaque fois malheureusement affaiblir les démocraties dans notre partie du monde aussi. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Allez-y. Voilà, on va prendre une question et puis comme là on rentre à la fois dans les délais et puis les contingences techniques puisque toutes les batteries tombent en panne. Voilà, alors donc la question. Oui, alors voilà. Comment analysez-vous l'affaire Avisa Partners? Comment analysez-vous l'affaire Avisa Partners? Mais alors il faudrait déjà expliquer ce que c'est. Bon, bah, Je ne connais pas l'affaire Avisa. oui, bon, bien. Bah alors, ouais, non, mais là, on rentre dans un truc. Là, on rentre dans quelque chose de trop spécifique par rapport à la conférence. Moi, je crois que la conférence, alors à moins que Carole ou Alexandre aient quelque chose à rajouter, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Non? Bon, alors comme à un moment donné, toutes les bonnes choses doivent s'arrêter, alors voilà, d'abord, je voudrais remercier nos 4 panélistes. Et puis, je vous avais prévenu un peu au début qu'il y aurait quelques problèmes techniques, donc on les a eus, donc on a été tout à fait, on a tenu nos engagements. En tout cas, je vous remercie parce que c'était une première. Une première, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres éditions de conférences hybrides ici et ailleurs. Au cours des prochaines semaines, l'Observatoire géostratégique de Genève va poursuivre son travail de recherche autour du thème de la guerre informationnelle. Cela va même faire l'objet de travaux et d'études qui seront publiés en fin d'année. Je vous invite à lire le prochain numéro de Notre Lettre qui va paraître dans quelques jours. Je vous rappelle également que notre observatoire vit grâce aux cotisations de ses membres et aux dons. Je vous invite donc à nous rejoindre et à nous soutenir. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et à très vite pour un prochain rendez-vous. Merci à tous, merci aux présents, merci à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux.